Merci Marie, bonjour à toutes et à tous. On a un programme chargé, donc je vous propose qu'on rentre dès à présent dans le vif du sujet et qu'on accueille Aurélie Vandy qui a accepté dans le cadre d'une conférence inaugurale de poser les cadres théoriques qui sont ceux de l'apprentissage, mais aussi de nous montrer des applications et de nous faire part de quelques-unes de ces expériences. Aurélie Vandy, que je vous présente rapidement et je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en psychologie cognitive et avez été chargée de recherche à l'Institut de médecine environnementale jusqu'en 2015. Vous avez ensuite rejoint Lefebvre Dalloz Compétences, un organisme de formation professionnelle et continue, dont vous êtes aujourd'hui la directrice de la pédagogie et de la transformation digitale. Et vous êtes en outre l'autrice d'un ouvrage qui est paru en 2019, qui s'appelle « Réinventer vos formations avec les neurosciences », où vous prenez appui sur les recherches en la matière récentes pour revisiter certaines pratiques pédagogiques. Voilà, je vous cède la parole pour à peu près 50 minutes pour ouvrir cette journée. Merci. Alors bonjour, je suis un peu impressionnée là d'être au ministère, donc je vous le livre. Donc je suis Aurélie Vandy. Alors déjà, je tiens vraiment à remercier Marie, Eduardo et Julien de votre invitation. J'ai été très touchée et je suis très heureuse de venir aujourd'hui. Alors ça va se lancer bientôt. De venir aujourd'hui pour parler donc de formation et du coup des actions que l'on peut mener en reflet de l'action, du coup vraiment dans la pratique. Ok, petit temps de latence, c'est pas grave, je vais me présenter. Donc je suis Aurélie Vandy, donc je suis directrice de la pédagogie et de la transformation digitale chez Lefebvre Dalloz Compétences. Lefebvre Dalloz Compétences, qui est donc un organisme de formation qui englobe à la fois les métiers du droit, du chiffre et des soft skills, et en fait qui s'inscrit dans un groupe, le groupe Lefebvre. Donc ça se lance pas. C'est bon, ça fonctionne. Impeccable. Donc le groupe Lefebvre, voilà. Donc qui adresse à la fois les éditions, la formation et les logiciels. Et donc du coup, Lefebvre Dalloz Compétences est l'organisme de formation du groupe Lefebvre. Et donc moi, en 2 mots, je voulais quand même vous raconter une petite histoire. En fait, depuis le collège, je m'étais dit, j'ai envie d'étudier le cerveau. Et en fait, ça m'a vraiment suivi tout au long de mon cursus universitaire, puisque j'ai d'abord étudié en biologie, puis en psychologie cognitive. Et ensuite, je me suis dit, alors c'est bien, ça me nourrit et je trouve ça vraiment intéressant et enrichissant, mais j'ai envie de voir les applications. Et donc, du coup, je me suis réorientée dans la formation professionnelle pour adultes. D'ailleurs, j'ai été formée notamment par Dorothée Cavigno. Et du coup, ensuite, j'ai fait donc... tout un parcours ensuite chez Lefebvre Dalloz Compétences, et donc aujourd'hui je suis directrice de la pédagogie et de la transformation digitale. Ok, donc, il y a des petits soucis techniques sur le lancement du slideshow. Ok, c'est tout bon. Alors, donc en fait finalement mon cursus et du coup, mon intervention sont vraiment complètement liées, puisque mon intervention était donc des théories de l'apprentissage aux applications en formation, et mon cursus est justement un cursus au départ universitaire un peu plus théorique et jusqu'aux applications en formation. Donc vraiment, merci de cette belle adéquation entre les deux. Donc le déroulé pour cette intervention, c'est d'abord une introduction, ensuite les principales théories de l'apprentissage, alors revue non exhaustive, évidemment il en existe de nombreuses autres, mais voilà, j'ai voulu m'appuyer sur les théories qui étaient les plus fondatrices, et ensuite voir quels éclairages elles nous donnaient. Ensuite, j'ai également un éclairage neuroscientifique pour enrichir ces théories. Ensuite, l'idée, c'est de voir comment ces théories se déclinent dans notre formation, dans notre activité en formation. Et enfin, en conclusion et en jeu. Alors, vous le verrez, cette conférence est très interactive. Donc, ça commence dès maintenant. Donc là, je vais vous poser une question. Quel lien faites-vous entre toutes ces images ? Donc, vous pouvez dire à voix haute. Allez-y, je relayerai pour que tout le monde puisse entendre. Quel lien vous pourriez faire entre ces images ? Qu'est-ce qu'elles illustrent selon vous ? L'implication ? L'imbrication.
Des formes géométriques. Nombreux, ok. Très bien. D'autres idées? C'est pas grave, c'est le temps que ça se chauffe, pas de souci. Donc en fait, ce sont à chaque fois les visuels que j'ai utilisés pour illustrer chacune des théories de l'apprentissage, pour favoriser l'ancrage. Donc vous verrez pourquoi chacune de ces images. Donc vous comprenez bien qu'il y a un lien direct avec l'apprentissage. Et donc je vais vous poser la question, quelle est pour vous l'image qui illustre le mieux l'apprentissage, selon vous? Vous vous identifiez plutôt à quelle image? Je vous propose de lever la main, ceux qui se disent, ben moi, l'apprentissage, c'est un peu comme une boîte noire. Qui est plutôt de cet avis-là? Ah, une personne, ouais. Ok, merci. Quels sont ceux qui vont plutôt imaginer que l'apprentissage, c'est un peu comme un jeu de Tetris, donc plutôt l'image... Ok, très bien. Ensuite, plutôt, là, j'ai voulu prendre plutôt un engrenage pour l'image du milieu. Donc, l'apprentissage, ce serait des engrenages. Ok. C'est vrai qu'on peut en choisir deux aussi, hein, pas de souci. Également, qui sont ceux qui diraient, ben en fait, c'est plusieurs personnes qui tiennent plusieurs pièces de puzzle. Ok. Super. Et la dernière, qui sont ceux qui imaginent que l'apprentissage, c'est un peu comme du plastique qui se déforme, qui se reforme. Ok. Et ben, du coup, je vous laisse la surprise. Vous allez voir à quelle théorie chacune de ces images sont associées. Donc, je rentre dans le vif du sujet. Pour commencer par introduire un petit peu, pour introduire les théories, je me suis dit, bah tiens, on va s'appuyer sur des pédagogues célèbres. Bah, par exemple, Socrate, sa vision de la pédagogie, c'est, pour ceux qui, c'est un peu petit, donc, c'est l'apprentissage est un travail de réflexion et de remise en question de ses propres connaissances, dont la finalité est d'élaborer une nouvelle représentation de la réalité. L'enseignement au maïotique, socratique, doit consister à guider la réflexion de l'élève, étape par étape, jusqu'à ce qu'il découvre par lui-même le contenu pédagogique. C'est plus pour inspiration. Hein. Selon Mérieux, apprendre se traduit par le fait d'acquérir, de s'approprier des connaissances et plus précisément construire de nouvelles compétences, modifier sa façon d'agir, de penser, aller de ce que l'on sait vers ce que l'on ignore, du connu vers l'inconnu. Freinet cherche à développer les capacités à agir dans sa pédagogie. Et donc il articule sa pédagogie autour de 4 grands principes. Le tâtonnement expérimental, je vais essayer, je me lance, donc essai-erreur. La méthode naturelle, on va voir ce qui vient par ma curiosité, qu'est-ce que je vais apprendre. La libre expression, au travers de mon expression, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre. Et l'organisation coopérative, on retrouve un petit peu déjà les puzzles et que chacun peut avoir un puzzle, une pièce du puzzle dans sa main. Et en fait, pourquoi ces différentes définitions? Parce que pour moi, ces définitions s'inspirent de diverses théories de l'apprentissage. Et donc, on va le découvrir ensemble maintenant. Première théorie de l'apprentissage. Vous le verrez, chacune de l'introduction des théories de l'apprentissage, je les commence par une expérience, un quiz, pour que vous puissiez vous dire « Ah, en fait, c'est ça. » J'espère créer quelques déclics. Donc là, première question, première expérience, un quiz. Mais un quiz situationnel. Donc je vous laisse déjà vous connecter à WooClap. Et en fait, comme le disait Julien, WooClap, on va l'utiliser tout au long de la journée. Donc voilà, comme ça, parce que c'est vrai que moi, d'habitude, j'utilise Bicas, mais là, au moins WooClap, vous serez tout le temps sur le même outil. C'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, la première question est la suivante. Imaginez, vous suivez une formation à la gestion de conflits. Et avant tout apport de nouvelles connaissances, l'intervenant vous invite à jouer. Vous êtes Paul et la formatrice est Léa. Et vous devez gérer un conflit. Donc la formatrice joue le rôle de Léa et vous vous adaptez tout au long de la mise en situation, au contexte, aux réponses que Léa va apporter. Et bien sûr, vous allez potentiellement tâtonner jusqu'à progressivement trouver une issue plus ou moins satisfaisante. Et si vous avez plusieurs essais, vous approcherez progressivement d'une solution qui vous paraîtra le plus adaptée. Alors d'après vous, comment avez-vous appris? Parce que finalement, par ces tâtonnements, au fur et à mesure, vous avez appris. Comment avez-vous appris? Est-ce que vous avez appris par essai-erreur, en observant et en reproduisant les comportements initiés par la formatrice, ou en appliquant des comportements que vous avez l'habitude d'adopter?
Alors, en tout cas, la réponse à laquelle je m'attendais, c'était bien celle que la majorité d'entre vous avez évoquée. C'est donc par essai-erreur. Du coup, là, je vais avancer et apprendre par tâtonnement, par essai-erreur, en testant des comportements, en voyant ce que ils vont déclencher auprès de mon interlocutrice. Et du coup, progressivement, je vais me dire, ah, je vais ajuster et apprendre ainsi. Ben, finalement, on va rebasculer sur le slideshow. Finalement, l'apprentissage, selon les théories comportementalistes ou behavioristes, sont vraiment dans un des postulats clés, c'est vraiment le fait d'apprendre comme ça par essai-erreur, parce que apprendre, c'est modifier le comportement. Donc, je vais voir si j'ai appris au travers de l'observation du comportement que je vais faire. Et finalement, le fait d'apprendre, ça va être l'association entre un stimulus et une réponse. Et là, on retrouve ma boîte noire. Finalement, les processus cognitifs ou ce qui va se passer dans mon cerveau, finalement, dans cette théorie-là, c'est plutôt une boîte noire. On ne va pas s'y intéresser, mais on va plutôt s'intéresser au comportement observable. Et ensuite, donc, notamment Pavlov, Watson ou Skinner, qui sont les noms les plus cités fréquemment dans les théories comportementalistes et behavioristes, du coup, ont également approfondi cette théorie en évoquant la notion de conditionnement, notamment donc conditionnement classique. Donc je vais me dire, ben tiens, au travers de ce stimulus, donc par exemple peut-être que vous connaissez les expériences de Pavlov avec son chien, voilà. Du coup je vais associer à un stimulus une cloche avec du coup la salivation, parce que je vais progressivement à chaque fois donner de la nourriture au chien dès qu'il entendra cette cloche. Et du coup je vais faire une association stimulus-réponse. Donc là, il y a également la notion, donc le conditionnement, donc dans Skinner, ce qu'il évoque lui après, il évoque la notion de renforcement positif. Donc là, c'est des choses que l'on va aussi facilement retrouver en formation. Si par exemple, à chaque fois qu'une personne me fait un comportement en formation et que je lui fais un feedback positif, elle va se dire « Ah ben ça, il faut que je continue de le faire ». Et ça va du coup l'inviter à poursuivre ce comportement. Et donc, c'est vraiment un renforcement positif. Donc, c'est un des éléments qui est évoqué par Skinner dans cette théorie-là. Donc, on peut s'inspirer, évidemment, après chaque théorie ajoute des éléments complémentaires, mais je pense vraiment que chacune de ces théories a sa plus-value, parce qu'après même le fait de pouvoir mettre en place ce conditionnement, ce renforcement, ça s'est même observé chez les hommes. Donc voilà, chacune peut avoir sa plus-value et peut nous inspirer dans notre pratique. À chaque fois, donc, du coup, je vous propose des applications, des applications concrètes en formation, des inspirations que cela peut nous donner dans notre pédagogie. Donc, par exemple, ça montre l'importance et la vraie plus-value du jeu de rôle, de la mise en situation, de la feste, où du coup, je suis vraiment en situation de travail avec des comportements observables. Les objectifs pédagogiques qui doivent être observables, ça c'est au cœur de la pédagogie, et ben du coup, ça a encore plus son sens au regard de ces théories. L'importance des feedbacks, du coup là également, et le rôle clé d'un tuteur dans un parcours pédagogique qui justement est là pour renforcer au fur et à mesure l'apprentissage. On verra évidemment on verra aussi que les neurosciences vont également dans ce sens-là. Mais voilà, là en tout cas, si on s'arrête aux théories comportementalistes et behavioristes, voilà ce que on peut en retirer. Si on repense aux différentes images de tout à l'heure et à la lumière de ce que l'on vient de voir, quelle serait l'image? Alors ça peut être celle que moi j'ai mise, mais ça peut être une autre. Vous, pour vous remémorer cette théorie, elle vous évoque quoi? Elle vous évoque quelle image? J'entends pas. Comment? Le cube, merci. Voilà, la boîte noire, du coup, en tout cas, c'est celle que j'avais évoquée, mais peut-être que vous, ça peut être une autre image, une autre illustration qui vous reste. Le chien. C'est plus marquant, c'est sûr. Les engrenages, oui, c'est vrai. Je l'ai mise après, mais c'est vrai que... Oui. Le bon point. Ben oui. Les bonnes notes, le bon point. La carte. L'image à la fin. D'autres images? La cloche, oui. Exactement.
Ok, comme à chaque fois je vais vous poser cette question-là, j'enchaîne. Donc voilà la fameuse boîte noire. Là, on rentre dans les théories cognitivistes. Encore une fois, je vous mets à l'épreuve d'une tâche de mémorisation à court terme. Je vais vous montrer 12 mots. Et là, attention, on pose les stylos et on est concentré sur ces 12 mots. Et il va falloir ensuite, comme c'est de la mémoire à court terme, que vous les restituiez de suite après. Donc là, pour le moment, on est concentré sur les 12 mots et ensuite, on les écrit sur une feuille de papier, sur l'ordi, voilà. Prêt, c'est parti. Collant, lessive, Coca-Cola, statue, livre, verre, arbre, attentat, chemise, gants, coussin et migale. C'est parti. Écrivez tous les mots qui vous restent en mémoire. Ok, on va passer au check. Alors, je les repasse parce que des fois on en invente. On se dit, mais si, j'étais sûre qu'il y était. Ben non. Donc voilà, pour être sûr qu'ils y étaient, il y avait collant, lessive, Coca-Cola, statue, livre, verre, arbre, attentat, chemise, gants, coussin et migale. Je vous invite à aller compter le nombre de mots que vous aviez bien retenus. Alors, ah oui, pardon, je vous laisse compter. Quand même. Ok. Qui parmi vous en a 5 ? 5 juste, très bien. Qui parmi vous en a 6 ? Ok. Qui parmi vous en a 7 ? Ok. Qui parmi vous en a 8 ? Ok. Qui parmi vous en a 9 ? Qui parmi vous en a 10 ? Oh, j'ai des sacrés scores. Qui parmi vous en a 11 ? Ok. Qui parmi vous en les 12 ? Ok. C'est déjà bien 11. Ah, il n'ose pas le dire, mais bravo. Alors, pourquoi je vous montre ça ? Parce que, voilà, pour vous introduire la notion d'empamnésique, en moyenne, on retient 7 plus ou moins 2 informations en mémoire à court terme. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis allée entre 5 et 9. Mais donc, bravo pour ceux qui sont allés au-delà. Notamment, je pense que c'est parce que vous avez utilisé des stratégies d'association. Également, les émotions ont joué un rôle. Donc, évidemment, si on utilise des stratégies, ça va encore plus maximiser. Mais les théories cognitivistes ont justement ce questionnement de se dire quels sont les processus cognitifs qui se passent dans mon cerveau. Donc, par exemple, la mémoire en fait partie, l'attention en fait partie, la prise de décision, le raisonnement, tout cela sont des processus cognitifs, des processus mentaux. Et les théories cognitivistes se questionnent sur, mais en fait, qu'est-ce que c'est ? Quels sont les facteurs qui peuvent influencer sur ces différents processus ? Est-ce qu'il y a différents types de mémoire ? Puisque là, sur l'apprentissage, évidemment, la mémoire va être un des éléments clés. Donc justement, on va se questionner là-dessus. Et donc, un des postulats des théories cognitivistes, c'est de se dire, apprendre, c'est traiter, interpréter et stocker l'information. Donc, comme je vous disais, on va un petit peu zoomer sur le processus de mémorisation. Et donc, ce processus de mémorisation se fait en 3 temps. Un premier temps d'encodage. Donc, j'ai besoin d'être pleinement attentif. Et du coup, pour capter vraiment les éléments que l'on va me permettre d'intégrer, de mémoriser. Ensuite, j'ai besoin de stocker. Mais pour cela, j'ai besoin de les répéter. Par exemple, même pour la mémoire à court terme, j'ai besoin du coup d'avoir un peu une répétition dans ma tête. Je me disais, ok, j'oublie pas, collant, statue, Coca-Cola. Voilà. Même si vous ne le faisiez pas inconsciemment, même dans la mémoire à court terme, la répétition va contribuer aussi à ce stockage. Mais même dans la mémoire à long terme, si je veux en formation que l'on se rappelle dans la durée des apprentissages, j'ai besoin de les réactiver dans la durée. Donc là, on est dans la 2e phase. Mais il y a également une phase dans la mémorisation qui est la phase de récupération de l'information.
Donc c'est par exemple, là au travers des visuels, si finalement après vous voyez une cloche ou si finalement après vous voyez un chien ou une boîte noire, vous allez dire « Ah, ça me rappelle la conférence ». Ou pas, mais peut-être que vous direz « Ah, ça me rappelle la conférence introductive sur les différentes théories de l'apprentissage ». L'idée, c'est de trouver des moyens qui vont permettre à l'apprenant de récupérer plus facilement l'information. Donc ça fait pleinement partie de ce processus de mémorisation. Après, vous avez peut-être déjà entendu parler, donc je vous ai parlé mémoire à court terme, mémoire à long terme. Donc dans la mémoire à court terme, il y a aussi cette mémoire sensorielle qui est vraiment très courte, et après la mémoire de travail ou mémoire à court terme, dont la rétention est vraiment aussi courte, de 18 à 30 secondes. Et ensuite, dans la mémoire à long terme, là, on va vraiment sur des durées beaucoup plus longues. Et on peut aussi différencier différents types de mémoire à long terme au travers du contenu que l'on va retenir. Donc, ça peut être, par exemple, des gestes, des postures, donc procédurales, épisodiques plus des souvenirs, et sémantiques, ça va être plus des connaissances générales. Quelle est la hauteur du Mont Blanc, à quelle date Christophe Colomb a découvert l'Amérique, voilà, des choses comme ça. Donc nous, que nous inspirent ces théories cognitivistes dans notre pédagogie ? Comme on est vraiment justement dans ce processus cognitif, une façon de vraiment tester l'apprentissage et de contribuer à cet apprentissage, c'est de proposer des problèmes à mes participants, des études de cas, et de pas juste regarder s'ils ont juste ou faux, mais de les questionner sur le raisonnement, et non pas juste la solution observable. J'ai évoqué du coup l'importance de la récupération. Les cartes flash peuvent aussi être une façon donc de récupérer l'information. Et également, quand plutôt que de se dire ah ben en fait je vais relire un cours, je vais relire quelque chose que je dois retenir, je vais plutôt me dire ah mais en fait de quoi je me souviens. Et ensuite, par association d'idées, je vais ensuite réactiver le contenu. Après, bien sûr, je peux quand même lire pour me dire qu'est-ce que j'avais oublié, mais c'est aussi une façon de stimuler cette récupération et de ne pas réactiver ce que je sais, mais également de pouvoir se dire « Ah, ça, je ne savais pas » et d'enrichir. Épurer ces supports d'animation pour éviter la surcharge cognitive. On a vu donc l'empamnésique de la mémoire à court terme, donc plutôt entre 5 et 9. Donc s'il y a trop d'informations sur un slideshow, finalement, l'idée c'est de se dire d'épurer pour être sûr que les participants vont retenir ce que je veux leur transmettre. Également, vous avez dû entendre parler de la compétence apprendre à apprendre. Donc finalement, c'est sensibiliser les apprenants à comment fonctionne ce processus d'apprentissage. Et du coup, si je comprends comment fonctionne ce processus d'apprentissage, je vais mieux pouvoir agir dessus. Donc on peut le faire par petites touches au cours de la formation ou vraiment dédier carrément une compétence à cela. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a une vraie plus-value. En plus, dans la durée, ils peuvent même transmettre ça à leurs enfants. Enfin voilà, ça a plus-value sous tous les angles. Et après, il y a la notion de carte mentale. Alors là, c'est vrai qu'on est vraiment dans ce côté justement processus mental. Et du coup, la carte mentale est plutôt individuelle. C'est vrai qu'au départ, je proposais des cartes mentales en formation plus collective. Et en fait, le problème, c'est que la carte mentale, c'est vraiment l'expression de notre représentation du monde, de ce que j'ai compris. Et donc, évidemment, on n'a pas tous la même. Et donc, du coup, ils avaient du mal à se mettre d'accord, et c'est normal. Donc, après coup, je leur ai dit, bon, on va faire une carte mentale individuelle, et puis ce sera très bien. Et déjà, ça ancrera, et ça vous permettra de voir ce que vous avez retenu et quelles sont les associations que vous faites entre les différents concepts. Donc, évidemment, à chaque fois, je vous donne des pistes qui me sont venues, mais il y en a d'autres, évidemment. Quelle image vous reste-t-il de cette théorie ? Bon, la boîte noire, c'était peut-être un peu plus facile, mais du coup, là, alors peut-être je vais vous rafraîchir la mémoire. Du coup, j'avais mis les Tetris, j'avais mis les engrenages, j'ai mis les bouteilles plastiques, et il va m'en manquer un qui était là. Les puzzles, merci, exactement. Lequel d'après vous j'ai choisi ? Alors, Tetris, engrenage, puzzle, finalement. Alors bon, j'avoue, j'ai choisi plutôt les engrenages parce que processus, du coup ça me fait plus penser à engrenage. Mais après voilà,
Je laisse libre cours à votre imagination, donc si vous voulez en choisir une autre avec plaisir. L'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, qu'est-ce qui pour vous, quel serait le visuel qui illustre le mieux ce que l'on vient de voir au travers de ces théories cognitives, de ce processus. Donc là, maintenant, c'est pour introduire les théories constructivistes. Pour cela, je vous propose une énigme. Alors, imaginez, 3 femmes ont chacune 2 filles. Elles se rendent ensemble au restaurant pour manger. Il n'y a que 7 chaises, mais chacune arrive à s'asseoir sur une chaise. Comment cela se fait-il ? Je vous propose premier temps de réflexion individuelle. Bon, si vous êtes lancé, vous pouvez déjà en parler avec votre voisin ou voisine. Mais du coup, je propose un premier temps de réflexion individuelle. Alors, j'entends déjà que ça parle, donc avec plaisir pour que vous réfléchissiez avec votre voisin et que vous me disiez après comment c'est possible. Sans demander à une IA, bien sûr. Alors, est-ce que quelqu'un a une solution à nous partager ? Oh ouais, super. Ok, je vous écoute. Direct. Eh ben, c'est exactement ça. Bravo. Exactement. Donc finalement, la grand-mère vient avec ses 2 filles qui ont chacune 2 filles. Et donc, on arrive bien à 7. Bravo. Et en fait, là, au travers de cette énigme, enfin, j'imagine, en tout cas, bon, moi, ça a été mon réflexe de me dire, mais comment c'est possible, 3 femmes qui ont chacune 2 filles ? Oui, c'est ça. Du coup, ça fait finalement, ça fait pas du tout ça. Ça fait 3 plus 2 plus 3. Non, ça va pas du coup. Donc voilà, du coup, je me disais, mais non, ça va pas. Et en fait, finalement, on a déconstruit. Là, je vous dis, bah si, c'est possible. Donc alors, on va chercher comment c'est possible et donc reconstruire d'une façon différente. Donc en fait, on peut aller vers des automatismes. Et en fait, quand on se dit, mais non, ça marche pas ici, et donc je vais essayer de construire, déconstruire ce qui marche pas. Donc c'est justement au cœur des théories constructivistes. Donc je vais construire mes connaissances. Donc, une des façons d'illustrer cela, d'illustrer ces théories, c'est de se dire, OK, au départ, j'ai un état initial, une zone de confort, et je me suis dans un environnement, une situation qui va un peu me challenger. Et donc, du coup, je vais un peu reconstruire mes structures mentales, mes schémas, pour les réajuster et trouver une solution qui va bien, et du coup, peut-être sortir avec un nouvel apprentissage. Un des éléments clés dans ces théories constructivistes, c'est le fait que l'apprenant, il est vraiment acteur de son apprentissage. C'est vraiment très important pour les constructivistes, par opposition notamment aux behavioristes. Donc c'est vraiment de se dire que l'apprenant, il va pouvoir agir sur son apprentissage et le formateur, il est là, bien sûr, pour lui donner des éléments, le guider, mais il va être plutôt facilitateur dans ces théories-là. Et deux éléments clés dans ces théories, c'est la notion d'assimilation et d'accommodation. Assimilation, c'est comment je vais intégrer des nouvelles connaissances à mes connaissances existantes, à mes structures mentales existantes, à mes représentations mentales existantes. Et accommodation, c'est comment je vais pouvoir réajuster peut-être les connaissances que je pouvais avoir avec de nouvelles connaissances. Donc, dans ces théories constructivistes, comme je vous le disais, donc le formateur est vraiment facilitateur. Donc, comme je vous le disais, il est vraiment acteur de son apprentissage. Donc, ça va être toutes les techniques de pédagogie active qui vont pouvoir être utilisées.
Également, dans les pédagogies actives, il y a tout ce qui va être pédagogie inversée, où je vais vraiment renverser les rôles, et du coup, je vais avoir mes apprenants qui vont devenir des formateurs, en tout cas, qui vont se prendre en main vraiment le savoir, les connaissances, et qui vont essayer de les reconstruire pour ensuite me les transmettre en tant que formateur. Pédagogie par projet, où vraiment c'est eux qui mènent un projet. Les énigmes, comme on vient de le voir. Et le World Café, là c'est plus par le questionnement. Parmi les images, d'après vous, quelle est celle que j'ai utilisée pour représenter cette théorie? Alors, j'ai entendu Tetris, j'ai entendu bouteille. Puzzle. Moi, je les aurais tous entendus. Donc, c'était le Tetris, parce que pour moi, c'est vraiment ce côté, je vais assembler et je vais voir comment elles s'assemblent avec mes connaissances existantes, avec mes représentations mentales existantes. Et donc, avec l'accommodation, je peux voir ensuite comment je peux trouver la bonne combinaison. C'était ça, mais c'est vrai que chaque image, on peut leur faire dire plein de choses. Mais voilà, en tout cas, moi, tel que je l'ai imaginé. Donc là, on va aborder les théories socio-constructiviste. C'est presque un indice. Bon, je vous en dis pas plus. Donc là, un quiz comme tout à l'heure. Donc, imaginez que vous suivez une formation à l'intelligence émotionnelle. Et le formateur vous demande de citer toutes les émotions que vous connaissez. Et vous demande à vous, mais finalement à tous les participants. Donc, c'est vraiment un brainstorming collectif. Et donc, il vous permet finalement de vous dire « Ah, en fait, je pensais que ça, c'était... » Ouais, pas vraiment une émotion de base, mais ok, ça me permet vraiment de me challenger sur ma conception des différents types des émotions avec ce que les autres pouvaient amener. Et bien sûr, le formateur est là pour challenger tout cela et apporter l'approche théorique qui est reconnue scientifiquement et qui fait aujourd'hui consensus, en citant bien sûr ses sources, très important. Donc dans cette situation pédagogique, vous aurez appris en mémorisant les conceptions des autres participants, donc vous les prenez telles quelles, vous les mémorisez, en challengeant et en enrichissant votre propre représentation des émotions en fonction de tout ce que les autres participants auront pu répondre, ou juste en répondant à la question en fait. On me pose une question, j'y réponds. Exactement. Donc finalement, c'est une façon de, au travers du partage en fait avec mes pairs et avec bien sûr le formateur, je vais me questionner sur, mais en fait les émotions c'est quoi? Et finalement, je vais pouvoir me dire, ah, en fait, il pense que c'est ça. Je vais pouvoir aussi agir sur cette construction au travers de ces échanges avec mes pairs. Donc ça, c'est vraiment au cœur des théories sociales et socio-constructivistes. Apprendre, c'est construire ses connaissances avec autrui. Deux auteurs clés, et je vais commencer plutôt par Vygotsky. Donc Vygotsky considère l'apprentissage comme l'acquisition de connaissances grâce aux échanges entre l'enseignant et les apprenants, mais également entre les apprenants ou encore par le biais de toute personne extérieure. Et donc il a défini dans ce cadre-là la zone proximale de développement. Donc, qui est très intéressante, c'est l'écart entre ce que je suis capable d'apprendre tout seul, et ce que je ne suis absolument pas capable d'apprendre, même si je suis aidée. Et donc, en fait, c'est comment je peux apprendre en étant aidée. Et également, très important, progressivement, je suis aidée, mais progressivement, mon soutien se retire pour que je puisse m'autonomiser et pas, du coup, avoir besoin de lui pour apprendre. Mais vraiment, je vais me nourrir et m'interroger avec les autres personnes qui m'entourent. Pour les théories sociales, je vais demander à un ou deux volontaires de me rejoindre. Non, n'ayez pas peur.
Promis, ça fait pas mal. Merci. Merci beaucoup. Alors, le challenge, si vous acceptez de le relever, c'est de reproduire le nœud d'écharpe que je vais faire. Je vais le faire, pas de souci. Si, c'est celui-ci au résultat, mais du coup, je vais vous inviter à le reproduire à le reproduire. J'ai l'impression, vu la tête de... Oui. Un grand bravo, je pense que nous pouvons l'applaudir. Monsieur. On a le droit, hein, on est socio-construit. Bravo! Alors du coup, comment avez-vous appris? En m'observant. Et quand même, on est d'accord. Et en plus, en ayant l'aide d'un père qui nous souffle. Exactement. Donc vous avez appris, je vous remercie beaucoup, vous avez appris en observant activement. Et ça, c'est un élément clé dans les théories sociales, notamment donc, de Bandura, qui évoque donc l'apprentissage par imitation d'un modèle. Donc là, j'ai été le modèle, mais ensuite, madame a été le modèle. Et ensuite, du coup, vous avez été le modèle pour tout le monde ici. Du coup, j'ai appris par apprentissage, par imitation d'un modèle. Donc ça veut dire que finalement en formation, parce que je me rappelle quand j'ai commencé, je me disais ah non, je vais pas leur montrer comment faire, ou il faut vraiment qu'ils se lancent. Vous savez, dans les jeux de rôle ou dans les mises en situation, on se dit non, c'est eux. Mais en fait, oui, c'est bien, parce que c'est bien qu'ils apprennent, qu'ils se challengent, mais je pense qu'il y a des moments où c'est bien aussi que nous, formateurs, qu'on puisse aussi leur montrer, leur dire ah ben tiens, voilà par exemple appliquer l'outil, mettre en place une reformulation constructive. Et ben du coup il faut que tu fasses comme ça par exemple. Et donc finalement c'est aussi modélisant et c'est aussi un apprentissage. Et donc ces théories sociales et socio-constructivistes, qu'est-ce qu'elles peuvent nous inspirer dans notre pédagogie? C'est au travers des brainstorming collectifs, des ateliers en sous-groupe, de tous ces travaux collaboratifs, que ce soit des travaux collaboratifs ludiques ou non ludiques, du peer coaching, du co-développement professionnel, où là vraiment l'idée c'est que nos pairs deviennent vraiment des coachs, des personnes qui vont nous conseiller, qui vont nous donner des pistes de solutions, notamment pour le co-développement professionnel. Le tuteur est également là au cœur aussi. Jeu de rôle et mise en situation avec un observateur. Du coup, l'importance aussi de cette tierce personne qui va apprendre aussi par observation de ses pairs. Et débat mouvant, controverse. Débat mouvant. Donc, l'idée du débat mouvant, c'est que je propose par exemple une question ludopédagogie ou gamification, et je vais vous inviter à vous prononcer. Par exemple, je vous donne des affirmations. Est-ce que d'après vous, est-ce la ludopédagogie, la gamification qui va fonctionner par niveau? Du coup, je vais apprendre et à chaque élément, je vais pouvoir franchir un niveau. Et donc, ceux qui pensent que c'est la ludopédagogie vont se mettre à gauche, et ceux qui pensent que c'est plutôt de l'ordre de la gamification vont se mettre à droite. Et ceux qui ne se prononcent pas ou pensent que c'est les deux peuvent se mettre au milieu. Donc là, c'est le principe du débat mouvant. Et finalement, après, je peux demander aux personnes, visuellement, c'est beaucoup plus facile de se dire quels sont ceux côté ludo, quels sont ceux côté gamification, quels sont ceux au milieu. Et comme ça, je peux challenger et argumenter et du coup confronter comme ça les idées. Controverse, pareil, du coup j'argumente dans l'échange. Quelle image vous reste-t-il de cette théorie? Là, peut-être qu'il y aura peut-être un peu moins de divergence. Les puzzles. Ah, les bouteilles en plastique. Celles-ci, elles auront... Donc c'est plutôt le puzzle. Donc les bouteilles en plastique, on verra pourquoi. Donc c'est plutôt le puzzle.
C'était vraiment dans l'idée que chaque personne a une pièce du puzzle et du coup, finalement, on va reconstruire le puzzle ensemble et on va apprendre ensemble. C'était plutôt ça l'idée. Ah oui, très important. Donc ça, finalement, l'IGPDE a fait une vidéo qui notamment parle des différentes théories de l'apprentissage et des neurosciences que l'on verra juste après. Donc si vous voulez encore plus ancrer ce que l'on vient de voir là, vous pourrez bien sûr aller la consulter. Et là, je vous propose de passer à l'éclairage des neurosciences. Pour cela, encore une fois, on va faire une expérience. Alors, soit vous êtes bien assis et ça vous va, ou alors vous pouvez vous lever parce que je vais vous proposer de croiser les bras. C'est vous qui voyez comment vous êtes confort. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, vous êtes confort, ça va? Et bien maintenant, je vous invite à croiser les bras, mais dans l'autre sens. C'est pas si simple, j'entends, hein? On est d'accord? C'est pas si simple. Et en fait, il y a beaucoup de façons de croiser les bras, finalement. Je vous en ai mis 4 exemples, mais c'était très drôle. Il y en avait même qui prenaient comme ça. Enfin, voilà, chacun, finalement, a une façon de croiser les bras, de croiser les bras, et à creuser un sillon neuronal, justement. C'est ça que je voulais dire derrière. Puisque finalement, au travers de ce geste tout simple, on se rend compte qu'on a mis en place un automatisme. Quand on croise les bras, finalement, on les croise le plus souvent de la même façon. Et donc, en fait, dans notre cerveau, on a creusé un sillon neuronal, un chemin neuronal, qui fait que spontanément, je vais plutôt les croiser comme ceci. Et dès qu'on me demande de les croiser différemment, je vais réfléchir et je vais du coup devoir emprunter d'autres chemins neuronaux. Et l'apprentissage, c'est comme ça. C'est finalement le fait de créer des chemins neuronaux. Donc au début, quand on aborde une nouvelle notion, et ben du coup, je vais commencer à créer des connexions entre les neurones, ou les affaiblir, ou les renforcer. Et mon cerveau est plastique. Vous commencez à voir où je veux en venir, plastique, bouteille en plastique. Voilà. Donc, mon cerveau est plastique parce que finalement, les neurosciences se disent, en fait, quand j'apprends, je vais moduler mes connexions neuronales, les fragiliser, les créer, les consolider en fonction de ce que je vais apprendre. Donc, mon cerveau est constamment en mouvement en fonction de mon environnement et ce que je vais apprendre. Et donc, nous, notre challenge va être de consolider les apprentissages. Là, en fait, il y a 3 auteurs que je suis, mais il y en a d'autres. Mais en tout cas, il y en a 3 qui pour moi font notamment référence. Stanislas Dehaene, neuroscientifique très, très reconnu, qui d'ailleurs a fait une super exposition à la Cité des Sciences, du coup justement au travers de l'apprentissage sur le cerveau, et apparemment elle est géniale. Et il siège donc au Collège de France, Également, il y a Steve Mason, qui est, lui, de l'autre côté de l'Atlantique. Il est donc à Montréal et il est professeur d'université et il dirige le laboratoire de neuroéducation. Et il a fait beaucoup de vidéos et là, il a sorti un nouveau bouquin sur les compétences. Et Céline Fouquet, que l'on connaît peut-être un petit peu moins, mais dont je vais vous présenter un des éléments de son livre. Donc, qui aborde justement les neurosciences et l'apprentissage. Alors, vous avez peut-être tous entendu parler des 4 piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene. Une chose que je ne vous ai pas dite, éclairage des neurosciences. Ok, en fait, les neurosciences, c'est une discipline des sciences cognitives. Donc finalement, certes, Stanislas Dehaene est un neuroscientifique reconnu, mais il y a forcément des liens. Là, on retrouve l'attention, un processus cognitif. Là, quelque part, il y a des éléments clés de la mémorisation. Donc forcément, il y a des liens entre les deux. Donc, pour Stanislas Dehaene, il y a 4 piliers de l'apprentissage. C'est-à-dire que pour apprendre, j'ai besoin d'être attentif. Donc, comme tout à l'heure, quand vous deviez mémoriser les 12 mots, du coup, vous aviez besoin d'être attentif, de regarder les 12 mots et de se dire, OK, là, je lis pas mes mails, je regarde pas mes SMS, je prends pas des notes. Non, là, oula, je suis focus. Donc, je suis attentif. Je suis engagé activement.
Ça veut dire que je suis là et je vais vraiment être concentrée sur ce qui se passe et je vais me dire, ok, avec une intention, je vais mémoriser. Je vais me dire, ah ben j'ai envie de voir où elle veut, enfin j'espère, j'ai envie de voir où elle veut aller. Et donc du coup, je vais être engagée activement dans ce que je fais. Et ensuite, élément clé, on retrouve behaviorisme, etc. Le retour d'information immédiat. Parce que vous imaginez bien que si je commence à apprendre et que finalement je crée un sillon neuronal, un chemin neuronal, et que finalement il ne m'amène pas à la bonne réponse, eh ben, j'ai besoin de pouvoir le corriger et de pouvoir créer le bon sillon neuronal. Et ensuite, on y va, on consolide, on réactive, et du coup, on va consolider. Donc ça, les 4 piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene. Et je trouvais intéressant de le mettre en parallèle du coup des 4 étapes de l'apprentissage de Céline Fauquet, qui est également une neuroscientifique française, mais qui travaille au Québec. Et en fait, selon elle, donc, il y a 4 étapes. Enfin, selon elle. Oui, en tout cas, de ce qu'elle a pu capter, ce qui ressort, c'est que finalement, quand j'apprends, mon cerveau, naturellement, va faire des prédictions, va faire des hypothèses, va se dire « Ah, alors, est-ce que ça pourrait être ça? Est-ce que ça pourrait être ça ?» Et il va être lancé, surtout si je suis engagée activement. Et donc, ok, ben, je peux me tromper. Évidemment, je suis dans une phase d'apprentissage. Mais ce qui est important, c'est que derrière, je me corrige et derrière, je répète pour consolider. Donc, elle le dit bien elle-même, c'est pas du tout par opposition aux 4 piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene, mais c'est plus un autre regard. Je suis là dans le cerveau donc de l'apprenant, et du coup, au départ, je prédis, je fais des hypothèses, je peux me tromper, je corrige et je répète. Et ça, je trouve ça, moi, ce que je trouve vraiment intéressant et qui peut nous aiguiller ou nous donner des éléments complémentaires dans notre pratique, c'est cette phase de prédiction. Je trouve que justement, tous ces éléments, quand je vous propose de faire une énigme, quand je vous propose de croiser les doigts, les bras, aussi, on peut croiser les doigts. Du coup, en fait, je vous amène déjà à faire des hypothèses. Mais où est-ce qu'elle veut aller? Quel lien elle fait? Ah, pourquoi? En fait, je vous invite à faire consciemment, en tout cas, je vous accompagne dans cette phase de prédiction pour que justement vous soyez derrière dans les meilleures conditions pour apprendre. Bon, d'après vous, est-ce que les émotions jouent-elles un rôle dans l'apprentissage? Non. Ah? Et peut-être. Alors, on va voir. Est-ce que vous vous souvenez de cette publicité? Allô, le responsable des poissons rouges? Ah, tu tombes bien, on s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses. Allô, oui, je patiente. 3 d'un coup cette fois. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant. Choco Suisse de Nestlé, une mousse fondante et légère au bon chocolat au lait suisse. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Choco Suisse, signé Nestlé. Alors, je veux bien que les personnes qui se rappellent de cette vidéo lèvent la main. Beaucoup. Alors, en fait, d'après vous, elle est sortie, enfin je vais vous le dire, elle est sortie en 2001. Donc ça fait quand même 24 ans. Et on s'en rappelle encore. Par contre, une question. Est-ce que vous vous rappeliez que c'était les chocos suisses? Donc, ils ont un petit peu loupé quelque chose quand même. On se rappelle qu'il y a du chocolat, mais on se dit, bah zut, on se rappelle pas que c'était les chocos suisses, alors que quand même, ils l'ont sorti pour ça. Et ben nous, c'est exactement ça notre challenge en tant que formateur, c'est se dire comment je vais générer des émotions au service de l'apprentissage et pas uniquement on va se marrer ou on va s'en rappeler, mais en fait, je vais vraiment créer une émotion qui va ancrer le contenu d'apprentissage. Donc du coup, par exemple, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice, c'est super mignon. Et du coup, c'est comment le lier cette petite citation qui est mignonne et drôle. Comment la lier à mon produit. Donc ça, bon, je ne fais pas du marketing, donc je n'ai pas d'idée là. Mais du coup, nous, notre challenge, c'est celui-ci. C'est se dire, j'ai envie de faire vivre des émotions à mes apprenants, toujours au service de l'apprentissage et du coup, qu'ils se rappellent de ce que je veux leur transmettre. Je veux qu'ils retiennent. Donc, oui, en effet, les émotions jouent un rôle clé dans l'apprentissage parce que, donc, au travers notamment donc de l'amygdale qui va agir dans le processus d'apprentissage lorsque je vais ressentir une émotion, parce qu'elle va renforcer le souvenir en synergie avec l'hippocampe. Donc, ça veut dire que moi, en fait, les émotions, elles vont jouer un rôle sur l'attention, elles vont favoriser le fait de capter l'attention.
Également, les émotions vont avoir un rôle sur la consolidation et on l'a vu aussi sur le retour d'informations immédiat. Du coup, s'il est positif, forcément, ça aura un impact. Donc, les émotions, et puis l'engagement actif aussi, si du coup le formateur, l'intervenant, il me donne envie, il me fait vivre enfin voilà, je me projette, je me dis ah oui, ça va être génial. Ben là, du coup, forcément, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de m'engager activement. Donc, les émotions sont plutôt en filigrane dans tout ce processus d'apprentissage. Donc oui, elles jouent un rôle clé. Donc par exemple, du coup, là c'est plus global. Donc quels sont qu'est-ce que les neurosciences nous apportent comme petit plus peut-être dans notre approche pédagogique, en sachant que évidemment les neurosciences, finalement là elles vont aller plutôt dans la même lignée que les autres, en tout cas que certaines des théories évoquées précédemment, et peut-être apporter un éclairage différent. Alors par exemple, le lien peut être facile entre l'assimilation et l'accommodation dans les théories constructivistes, parce que finalement au travers des neurosciences, c'est se dire ah mais en fait quand j'assimile, je vais encore plus creuser ces sillons neuronaux, et quand je vais accommoder, donc je vais devoir réadapter, ça veut dire que je m'appuie sur ce cerveau plastique et cette plasticité cérébrale. À chaque fois, voilà, c'est plus un éclairage complémentaire. C'est pour ça que j'ai mis éclairage et non pas théorie neuroscientifique, parce que l'idée c'est voilà de se dire comment les neurosciences peuvent nous éclairer sur notre pratique et voilà comment elles peuvent l'enrichir. Donc là, sur les émotions, par exemple, utiliser le jeu en formation, utiliser le storytelling lorsque je vais faire une présentation, lorsque je vais faire un cas concret, des exercices. Également, on parlait donc de la consolidation. La consolidation va être meilleure donc si je réactive, si j'espace progressivement l'apprentissage, pour vraiment le consolider. On évoquait donc les cartes flash, donc on retrouve cette notion-là. L'intérêt de l'erreur et des feedbacks. Donc du coup, tout à l'heure, certes, il y avait ce côté conditionnement, renforcement, mais là, du coup, ça montre encore plus la plus-value de l'erreur, au travers notamment des 4 piliers de Stanislas Dehaene, avec l'importance du feedback, du retour d'informations immédiat pour corriger mon sillon neuronal, mon chemin neuronal. Donc c'est pas juste les feedbacks, mais du coup l'erreur finalement est essentielle dans le processus d'apprentissage. Et proposer des associations d'idées, utiliser des métaphores, d'où le visuel, les illustrations, pour finalement faire des rapprochements et contribuer à tout ce réseau de connexion dans mon cerveau pour que finalement la trace en mémoire soit encore plus forte et du coup que je m'en rappelle encore plus de mes apprentissages. Bon, là, de toute façon il n'en reste plus qu'une, donc ce sont les bouteilles en plastique. J'avoue que spontanément, elle m'est pas venue, mais après je me suis dit mais si, c'est au cœur en plus, donc voilà, d'où plasticité cérébrale au cœur du processus d'apprentissage. Alors voilà, juste une petite question pour finir sur ce fil rouge. Maintenant, du coup, que vous connaissez les différentes associations, donc boîte noire théorique comportementaliste, behavioriste, Tetris constructiviste, engrenage cognitiviste, puzzle socio-constructiviste et bouteille en plastique neuroscientifique. Du coup, maintenant, quelle est celle qui a votre préférence? Quelle est celle qui illustre le mieux l'apprentissage pour vous? Est-ce que ça a changé ou est-ce que finalement vous restez on reste sur la même? En fait, voilà, c'était plus pour vous dire, ah ben tiens, finalement, quelle est l'image et quelle est la théorie de laquelle je me rapproche le plus? C'était plus une réflexion individuelle. J'enchaîne. Oui. 5 minutes. Ok, ça marche. C'est parti. Déclinaison de ces théories et approches en formation. Alors, là, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est juste pour vous montrer un exemple de comment nous avons décliné chez Lefebvre Dalloz Compétences ces éléments théoriques. Du coup, comment le décliner? Naturellement, plutôt dans une signature pédagogique. Et notre signature pédagogique s'articule autour de 4 parties pris. L'engagement, la collaboration, les émotions et le transfert.
Donc pour nous, ça veut dire que pour nous, nos formateurs, c'est important que dans leur pédagogie, ils soient engagés. Enfin oui, non, c'est pas ça que je voulais dire. Oui, c'est bien qu'ils soient engagés, mais du coup qu'ils utilisent des stratégies pour vraiment engager les apprenants. Donc au travers des exemples concrets, au travers de leur partage de pratiques, au travers des mises en situation, qui soient centrés sur les besoins des apprenants pour qu'ils aient envie d'apprendre avec eux. Également la collaboration. Donc là, on rejoint le socioconstructivisme, théorie sociale. Pour nous, c'est essentiel que l'apprenant apprenne du formateur, mais également de ses pairs. Émotions, on a vu l'importance des émotions dans l'apprentissage, donc c'est essentiel que, en tout cas, notre parti pris, c'est important que nos formateurs fassent vivre des expériences émotionnelles à nos apprenants. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils fassent le clown ou je ne sais. C'est vraiment comment je peux utiliser même une petite activité ludique, une vidéo, une mise en situation, un réveil pédagogique au service de mon apprentissage. Et du coup, ça, on y reviendra sur les enjeux. Le transfert, pour nous, c'est bien d'apprendre, c'est bien de passer un bon moment pendant ce temps synchrone, mais comment je vais vraiment assurer le transfert sur le poste de travail et je vais vraiment utiliser tous ces nouveaux apprentissages dans mon quotidien. Et du coup, une autre façon donc de se questionner sur l'application, c'est comment je vais trouver un équilibre entre théorie et pratique. Du coup, c'est vrai que chacune de nos séquences, et là la conférence, mon intervention était organisée comme ceci. Une première phase d'appel. Du coup, je vais questionner, je vais challenger le participant, lui faire vivre une expérience qui va derrière illustrer la notion, un temps donc d'apport, où je vais expliquer la notion, expliquer les éléments fondamentaux, et derrière je vais m'entraîner. Pour que finalement l'appel donne envie, fasse prendre conscience que « Ah, ça je sais pas » ou « Ça me questionne ». Derrière, je vais enrichir mes connaissances, et enfin je vais m'entraîner pour vraiment bien les mettre en pratique et les appliquer. Et tout au long, finalement, ça contribue au renforcement. Conclusion et enjeu. Je réfléchis pour le timing. Vous m'avez dit 3 minutes. Très bien. Oui, 2 minutes 34, je vois. Ah mince, mon ordi s'est mis en veille, c'est pas grave. Alors non, du coup, je vais. Non, j'ai pas le temps. Désolée. Mais merci. Donc du coup là, la question que je voulais vous poser, c'était quelle tendance avez-vous capté pour 2025 ? Vous avez vu la slide d'après, donc ça peut vous biaiser, mais donnez-moi rapidement comme ça, quelle tendance vous avez pu capter dans la pédagogie, dans l'apprentissage au travers de votre veille. Qu'est-ce que vous avez pu capter comme tendance ? Ludification, l'IA, numérique, l'interculturel, l'intelligence collective. Alors, vous ne l'avez pas dite, mais il me semble que la multimodalité en fait partie aussi. Que vraiment, un des enjeux des organismes de formation, de notre réflexion lorsqu'on construit un parcours de formation, c'est aussi la multimodalité pour diversifier les approches d'apprentissage et maximiser la mémorisation. Et donc, par exemple, le baromètre de l'ISTF montre que finalement les répondants se disent là en 2025 54% vont vers plus de multimodal. Et donc notamment, voici donc quelques exemples de modalités que l'on peut utiliser, qui sont en tout cas les plus entre guillemets tendances. AFEST, on retrouve le podcast, vidéo learning. Bon, bien sûr, il reste les conventionnels, présentiel, classe virtuelle. Mais voilà, je zoomais un petit peu sur celles qui sortent un peu de l'ordinaire, au travers de différents baromètres. Et je voulais conclure sur 2 questions. En fait, finalement, au travers donc de ma veille, de la veille avec mes équipes, on se dit ok. Donc il y a vraiment cette question de la multimodalité pour maximiser l'expérience d'apprentissage, pour vraiment parler à tout le monde et vraiment favoriser la récupération. Enfin bref, tous les éléments que l'on a vus. On a vu qu'il y a aussi l'IA qui forcément nous questionne sur notre approche d'apprentissage et comment je peux l'intégrer dans la pédagogie, à la fois dans la conception ou dans mon animation. Et une autre question qui nous paraissait essentielle, c'était aussi comment s'assurer que les apprentissages sont mis en pratique sur le poste de travail et que le transfert, le passage à l'action est bien réel. Voilà donc quelques enjeux. Il me reste 8 secondes. Donc franchement, ça va. Et donc du coup, finalement, c'est autant de questions qui nous animent et il me semble qu'ils vont être abordées tout au long de cette journée-là. Voilà. Merci beaucoup à tous.